Alors bonjour à tous. Désolé un petit peu de faire ce mode de cours, mais en fait je voulais quand même qu'on termine le chapitre en question avant le bac blanc qui aura lieu jeudi pour certains et vendredi pour d'autres. Je vous précise quelque chose, c'est que vous avez déjà, donc c'est-à-dire que les questions que vous pourrez avoir au bac blanc sur ce chapitre-là, c'est des questions qu'on a faites ensemble, d'accord? Donc, regardez cette vidéo. N'hésitez pas à prendre la fin la fin du cours parce que vous allez en avoir besoin pour le vrai bac, d'accord. Mais je précise que pour le bac blanc, ça n'est pas forcément nécessaire, d'accord. Excusez-moi. Du coup, je suis désolé de le faire comme ça, mais bon, voilà, je peux pas, à cause de mon accident, laisser passer 6 heures de cours, 6 heures de cours. Donc on avance là-dessus, et je vous enverrai les prochains polis. Voilà. Donc, on est sur notre chapitre de regard croisé. Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale? Je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu, hein. On a d'abord cherché à voir un petit peu comment mesurer ces inégalités économiques avec mes écarts et mes rapports interquantiles. Ensuite, si vous vous souvenez, on a construit ensemble une courbe de Lorentz. Je vous rappelle que vous devez être capable de lire une courbe de Lorentz, donc de la lire, hein, et d'interpréter un coefficient de Gini. Voilà. On a parlé de ce que c'était que le top 1%. Et ensuite, on a fait notre premier constat sur l'évolution des inégalités économiques. D'abord des inégalités euh, économiques, excusez-moi, oui. Ensuite, des inégalités donc de revenus et de patrimoine. Et enfin, on a cherché un peu à expliquer ces évolutions. D'accord. Ensuite, on a vu le caractère multiforme et cumulatif des inégalités sociales, hein, avec différents exemples simplement. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'idée que les inégalités peuvent prendre plusieurs formes. Et ce qu'on avait fait au travers de ce petit schéma, c'était montrer qu'elles peuvent avoir une dimension cumulative, que ce soit une dimension cumulative qui soit dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire la dimension héréditaire. Les inégalités vont se reproduire d'une génération à l'autre. Elles vont se concentrer sur certains territoires et certains territoires vont cumuler les avantages. Et la dimension cumulative, c'est le fait que, voilà, par exemple, des inégalités de logement peuvent contribuer à des inégalités scolaires, qui vont, elles, contribuer à des inégalités d'emploi, qui contribueront ensuite à des inégalités potentiellement de santé, d'espérance de vie, etc. D'accord. Donc ayez quelques exemples par rapport à ça. D'accord. Après, on a passé à nos différentes conceptions de la justice sociale en distinguant trois formes d'égalité: l'égalité des droits, l'égalité des chances et l'égalité des situations. Et on a dit que par rapport à ces différents types d'égalité, on allait avoir différentes approches de la justice sociale. Une approche qu'on a qualifiée d'égalitarisme strict, une approche qu'on a qualifiée égalitarisme libéral, de libertarisme ou d'utilitarisme. D'accord. Et on est arrivé à notre dernière partie sur laquelle on est, l'intervention des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale. Donc on a d'abord parlé de la fiscalité. Donc là, l'important vraiment, c'est bien connaître les différents types d'impôts et comment ces différents types d'impôts jouent sur les inégalités. Et ensuite, on a parlé un petit peu de la protection sociale avec l'organisation générale de système de protection sociale, en passant par les prestations sociales, la notion de service collectif, et on en était donc arrivé à ce petit 5, la lutte contre la discrimination. Donc nous sommes dans notre grand 3, les interventions de l'État, dans notre partie A, les différents types d'interventions que nous avons eues, et petit 5, c'est la lutte contre la discrimination. Donc la discrimination, on l'avait définie en cours, c'est une différence de traitement en raison d'un caractère donné, d'accord, que ce soit physique, couleur de peau, orientation sexuelle, orientation religieuse, etc., etc. Ce qu'on avait dit, c'est qu'en fait, la discrimination, elle est interdite par la loi, d'accord.
On n'a pas le droit d'avoir un traitement négatif envers une personne en raison de sa couleur de peau, par exemple. D'accord? Alors, petite précision quand même, clarifier le lien entre la notion de discrimination et d'inégalité. Donc, toutes les inégalités ne sont pas illégales. En revanche, toute discrimination est une forme d'inégalité. D'accord? Une discrimination est une inégalité qu'on pourrait qualifier d'illégale selon les critères définis par la loi. D'accord? Je n'ai pas le droit de discriminer par rapport à l'origine, d'accord? Par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à la religion, d'accord? Les discriminations, du coup, portent atteinte à l'égalité des droits, c'est-à-dire que finalement, on ne va pas accorder les mêmes droits à certains et à d'autres en fonction d'un critère donné, des chances, les personnes n'auront pas les mêmes opportunités, et évidemment des situations, parce que ça découle des deux inégalités précédemment citées. D'accord? Alors, dans notre document 14, vous avez les principaux motifs de réclamation traités par le défenseur des lois dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Donc le défenseur des lois, c'est une institution qui a été créée en 2011, indépendante de l'État, qui est inscrite dans la Constitution et qui a du coup deux missions. Défendre des personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et de toutes dans l'accès aux droits. Alors, faites une phrase avec la donnée entourée. D'après le rapport annuel du défenseur des droits de 2018, 5,8% des motifs de réclamation traités concernent les discriminations selon l'origine, l'ethnie, la race dans le domaine de l'emploi privé. Si on exclut la ligne tous les autres critères, quel est le principal motif de réclamation traité par le défenseur des lois? Donc si vous supprimez cette ligne-là, eh bien on voit qu'en fait le principal motif de réclamation traité par le défenseur des droits dans l'emploi public est le handicap, d'accord? Et donc, hop, dans l'emploi public, c'est le handicap, c'est-à-dire ici, non, excusez-moi, oui, handicap, état de santé, oui, handicap, état de santé, d'accord? Et dans l'emploi privé, on voit que c'est l'origine, la race, l'ethnie, ok? Alors, donc, ces discriminations, elles sont interdites. On a vu que l'État pouvait lutter contre les inégalités en prélevant avec la fiscalité et en redonnant avec les prestations sociales et le fait de fournir des services collectifs. L'État va pouvoir lutter contre les discriminations par la loi. Comment? Il peut interdire les comportements discriminatoires qui sont contraires à l'égalité des droits. Pour que cette interdiction soit efficace, elle doit être assortie de sanctions qui doivent être elles-mêmes appliquées. D'accord? On est là dans toute la problématique que j'ai pu vous expliquer sur les discriminations. Le problème des discriminations, en fait, c'est qu'il faut parvenir à les prouver. Voilà. Et c'est pas évident, vu qu'en fait on n'a jamais des situations qui sont totalement égales, c'est pas évident de prouver que vous n'avez pas été recruté à cause de votre couleur de peau, parce que le candidat, vous n'aurez pas exactement les mêmes expériences, exactement la même formation, et on pourra toujours invoquer le fait que l'autre candidat avait un peu plus d'expérience, que l'autre candidat a fait une école qui correspondait mieux, ou je sais pas quoi, d'accord? Et ça cachera du coup un critère qui est sûrement expliqué, qui explique sûrement le fait que vous n'ayez pas été pris, qui est votre couleur de peau. D'accord? Donc on peut les interdire, mais il faut qu'on puisse, pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait une réalité, il faut qu'il y ait des sanctions, d'accord? Il faut que ce puisse être prouvé. L'autre aspect, l'autre possibilité, ça va être de mettre en place des dispositifs pour chercher à les prévenir, anticiper le fait pour qu'ils ne puissent pas avoir lieu. Alors, par exemple, c'est la création en France d'une haute autorité de lutte contre les discriminations. Ça peut être aussi des campagnes d'information sur les discriminations qui peuvent être mises en place et les recours que l'on peut avoir dans le cas
de la discrimination. L'autre aspect, et on va un petit peu plus loin dans ce cas-là, l'autre aspect, c'est que l'État peut aussi chercher à mettre en place des politiques dites de discrimination positive. Et donc là, il faut voir en termes d'égalité ce que ça donne. D'accord ? Donc la discrimination positive, l'idée de la discrimination positive, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. Alors, on va définir ce que c'est que la discrimination positive. Alors, ce sera sûrement en bleu. Et il y a, oui, j'utilise un autre traitement de texte. Du coup, c'est un petit peu différent. Mais ce qui compte, c'est que de toute façon, ça, je vous enverrai dès aujourd'hui le cours sur préférentiel. Ah oui, c'est bizarre, il n'apparaît pas. Je vous enverrai dès aujourd'hui le cours sur Pronote, complété, intégralement complété. Donc, là, alors, excusez, je ne comprends pas comment ça se fait. Il ne veut pas me mettre les accents, alors que quand je clique ici, j'ai l'accent. Bon. Vous voyez, ici, il y est, alors qu'il n'y est pas ici. Bon, donc, la discrimination positive, c'est donc un traitement préférentiel volontairement accordé aux membres d'un groupe, souvent minoritaire, et traditionnellement désavantagé afin de compenser ces désavantages. Alors je suis vraiment désolé, je ne comprends pas cette histoire. Désolé, je ne comprends pas pourquoi il y a pas, j'ai pas les accents. C'est dingue. Donc je le relis. Traitement préférentiel volontairement accordé aux membres d'un groupe, souvent minoritaire, qui va être traditionnellement désavantagé afin de compenser les désavantages associés à cette appartenance. Alors j'ai remplacé les et par des e, ça facilite déjà un peu la lecture, mais c'est un peu dommage. Donc en fait, il faut bien comprendre un petit peu qu'en termes d'égalité, c'est-à-dire qu'on supprime un petit peu l'égalité des droits, d'accord ? Parce qu'on va donner, entre guillemets, plus de droits à certains qu'à d'autres. Pourquoi ? Parce que si on part du constat qu'en termes d'égalité des chances, ils ne sont pas égaux. Et du coup, qu'en termes d'égalité des situations, ça n'est pas le cas. D'accord ? Donc on modifie un petit peu l'égalité des droits afin d'essayer, dans la mesure du possible, de rétablir une égalité des chances qui pourrait déboucher sur une égalité des situations. Donc, exemple, les ZEP, zones d'éducation prioritaire, une discrimination positive. Alors, on va voir que c'est un peu contesté. Donc en 1982, face à la persistance de l'échec scolaire parmi les élèves les plus défavorisés, une expérience rompant avec l'égalité de traitement est tentée. Les zones d'éducation prioritaire sont créées dans quelques régions. Elles incitent les établissements à développer des projets éducatifs et des partenariats locaux en donnant des ressources supplémentaires, crédits, postes, heures d'enseignement, etc. C'est le premier exemple en France, je pense, à la fois de politique de discrimination positive et de territorialisation des politiques éducatives. Les moyens accordés aux zones prioritaires sous forme de postes et d'heures supplémentaires sont très faibles. En 1987, le nombre moyen d'élèves par classe était de 24 dans cet établissement, contre 24,4 dans l'ensemble des établissements non ZEP. Le classement des collèges en ZEP s'accompagne d'une baisse de leur nombre d'élèves et d'une accentuation de l'homogénéité sociale afin d'allier un évitement des parents qui considèrent le signal ZEP comme négatif et trouvent des moyens pour que leurs enfants suivent leur scolarité ailleurs. L'effet de la stigmatisation semble de plus en plus net dans le cas des professeurs. Ainsi, la prime versée au personnel enseignant des ZEP ne permet pas de les stabiliser. La proportion de jeunes enseignants augmente continuellement dans les collèges de zones prioritaires. Enfin, la mise en place des ZEP n'a eu aucun effet significatif,
sur la réussite des élèves mesurée par l'accès en quatrième, en seconde et l'obtention du baccalauréat. Alors, est-ce qu'on peut parler dans ces cas-là d'une discrimination positive? Alors, qu'est-ce qu'une discrimination positive, excusez-moi, et comment on peut l'illustrer au travers de ce document? Donc, une discrimination positive est une forme de discrimination qui vise à réduire les inégalités en accordant plus de moyens à ceux qui en ont moins. Il s'agit du coup de remettre en cause l'égalité des droits au nom de l'égalité des chances afin de réduire les inégalités de situation. En France, cette pratique vise à donner des moyens supplémentaires à l'école dans les zones défavorisées, exemple les ZEP. Donc vous voyez, on voit un peu là ce que je vous disais, c'est la discrimination positive, elle remet en cause l'égalité des droits pour favoriser du coup mon égalité des chances. D'accord? Alors, pourquoi cette mesure de discrimination positive n'a finalement pas vraiment marché? En fait, pour les auteurs, il y a différents éléments qui expliquent ça. C'est qu'en fait, c'était des moyens qui étaient trop faibles. Il y avait un principe qui, oui, peut-être était intéressant, mais en fait, si vous ne donnez pas les moyens de se réaliser, eh bien, ça n'a pas d'intérêt. Et il y a aussi, en fait, un effet de stigmatisation qui a renforcé l'homogénéité sociale des différents lycées. On cherche à fuir les ZEP, pas en partie parce que les moyens ne sont pas suffisants. Vous voyez, si finalement, là, pour les parents, si on se disait, ils vont être en ZEP, oui, peut-être ils seront avec des élèves qui ne sont pas forcément excellents, etc. Mais ils vont avoir un suivi qui va être vraiment individualisé, etc. On pourrait penser que cet effet de stigmatisation et de fuite des ZEP fonctionnerait un petit peu moins. Alors, est-ce que vous réfléchissez et prenez, il vous faudra des exemples, c'est important que vous ayez des exemples, d'autres mesures de discrimination positive. Donc, je vous en donne quelques-uns. Dans le domaine politique, c'est la parité sur les listes électorales. Alors, le fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les scrutins de listes, et le fait que aux élections, il faille présenter autant d'hommes que de femmes. Je pourrais dire qu'en fait, malheureusement, ces exemples dans le domaine politique qui existent en France, montrent des effets très négligeables. Par exemple, pour le scrutin de liste, souvent les femmes sont mises dans des positions où elles ne peuvent pas être élues. Vous savez, vous élisez que les premiers de la liste, d'accord? Et pour ce qui est de présenter autant d'hommes que de femmes, alors déjà, il y a certains partis politiques qui s'acquittent des amendes. Ils savent qu'ils vont être condamnés, sanctionnés, et du coup, ils payent les amendes. Et l'autre hypocrisie qu'on peut avoir par rapport à ça, souvent, c'est que il y a des circonscriptions que vous êtes sûr de ne pas gagner, et vous présentez les femmes sur les circonscriptions où vous êtes sûr de ne pas gagner, et les hommes là où vous avez plus de chances de gagner, d'accord? Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, et le nombre de femmes clairement augmente à l'Assemblée nationale, ce qui est très bien, mais voilà. Dans le domaine du handicap, on a des quotas pour les situations, des quotas, c'est-à-dire 6% des effectifs pour les personnes qui sont en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés. Alors, il y a toujours cet aspect stigmatisant, effectivement, mais en obligeant en fait les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap, on contribue, on aide, on facilite, excusez-moi, l'embauche de personnes handicapées. Dans le domaine scolaire, il y a les conventions éducatives de Sciences Po, d'accord, qui permettent à des élèves issus de lycées défavorisés de rentrer à Sciences Po sans forcément avoir à passer le concours. Alors, pour aller un petit peu plus loin, en fait, il y a une question sous-jacente à ça, c'est la question des statistiques ethniques, en fait. Pour qualifier une discrimination, alors, très clairement, par exemple, à part des politiques de testing qui sont faites
que ce soit en entreprise, à l'entrée des boîtes, etc., qui sont faites pas par des organes officiels style INSEE, par des universités qui ont mené des enquêtes, ou, voilà, mais pas par l'INSEE, parce qu'elle n'a pas le droit. Vous ne pouvez pas, en France, faire des statistiques ethniques. Vous ne pouvez pas, alors vous pouvez demander si vos parents sont étrangers ou pas, ça oui, hein, mais je ne peux pas vous demander si vous êtes français d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine, etc. On ne peut pas classer les Français par leur origine, en fait. D'accord ? Ou tout simplement par leur couleur de peau, comme vous pouvez l'avoir aux États-Unis, hein, où vous cochez si vous êtes noir, asiatique, blanc, sud-américain, etc. D'accord ? Hispanique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, en fait, la compatibilité entre la discrimination positive et les valeurs de la République, elle est un peu problématique. Pourquoi ? Parce que les ZEP, les REP, etc., sont de la discrimination positive qui sont faites par rapport à votre lieu d'habitation. C'est parce que vous vivez à tel endroit, que cet endroit est socialement moins favorisé, que vous avez droit à. D'accord ? Mais à aucun moment, on ne dira que dans cet endroit, je pense aux cités, il y a une plus forte proportion de Français d'origine africaine, de Français d'origine maghrébine, etc. D'accord ? Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est ce que je marque ici, c'est les lieux, il n'y a aucun critère ethnique qui intervient, ce sont les lieux de résidence qui sont défavorisés, qui sont ciblés, d'accord ? Excusez-moi, et pas les groupes de personnes. Donc, en fait, par exemple, aux États-Unis, vous avez ce concept de minorité ethnique, donc vous pouvez très bien avoir des quotas de noirs à la télévision ou à l'université. D'accord ? En France, on ne peut pas avoir ça. On peut avoir ça sur hommes-femmes, mais pas sur des quotas de population noire, de population arabe, de population asiatique, de population hispanique, etc. D'accord ? Alors, les statistiques ethniques, bien, pas bien, ça c'est un débat très complexe. Dans le principe, j'aurais envie de vous dire, ça part d'une bonne intention. Est-ce que dans les faits, c'est bien ? Voilà, je pense qu'il y a une dimension où c'est un peu faut bien voir que c'est un peu se voiler les yeux, se cacher la face, si vous voyez ce que je veux dire. Ok ? Donc, complétez le texte avec les mots suivants. Alors, je vous propose du coup, pour faire plus simple, je vais le lire une fois avec les mots et ensuite je vais les écrire. Donc, les discriminations induisent une inégalité de droits. Les personnes discriminées n'ont pas les mêmes droits que les autres. Et de chances, les personnes discriminées n'ont pas les mêmes opportunités et de situation. C'est pourquoi c'est pourquoi il convient que l'État lutte contre ces discriminations. D'une part, les pouvoirs publics interdisent les discriminations et offrent la possibilité de saisir la justice, le rôle du défenseur des droits. D'autre part, les pouvoirs publics mettent en œuvre des mesures de discrimination positive pour favoriser l'égalité des chances, par exemple les établissements en ZEP. D'accord ? Je le complète tout de suite. Donc, je l'ai complété. Alors, on arrive du coup à notre petit 6. Les effets, c'est un peu mal foutu, les effets du coup de cette redistribution en France. Alors, on va essayer de voir en fait, en gros, comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche ? Est-ce que cette redistribution, donc là, on dézoome, hein, ça n'est pas juste la fiscalité, c'est les prélèvements et les prestations sociales. Alors, contribution des prélèvements et des prestations sociales à la réduction des inégalités et de niveau de vie. Quand on additionne aux transferts monétaires, prélèvements et prestations, les transferts en nature fournis par les services collectifs,
les transferts en nature apparaissent très redistributifs puisqu'ils contribuent à près des 2 tiers à la redistribution des inégalités. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit, les transferts en nature sont vraiment les services collectifs, d'accord, c'est les 2 tiers contribuent pour les 2 tiers, excusez-moi, à la réduction des inégalités. Donc c'est vraiment pour le coup dire le plus important. Du coup, ça veut dire que finalement mes prélèvements obligatoires et mes prestations sociales finalement ne contribuent que pour à peu près 1 tiers, d'accord. Alors, on a un petit exemple ici des conséquences que ça a. Ici, vous avez le revenu mensuel des moyens pour une personne seule en France en 2018, des 10% les plus aisés, et ici des 10% les plus modestes. Donc on a 6 094 euros pour les 10% les plus riches et 274 euros pour les 10% les plus pauvres, soit un rapport de 22,2. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire rapport de 22,2 ? Rapport de 22,2, ça veut dire que les 10% les plus riches ont un revenu mensuel 22,2 fois supérieur au revenu moyen des 10% les plus modestes. Et on se rend compte qu'après la redistribution, pour mes 10% les plus riches, on est passé à 4700, d'accord, alors que pour les 10% les plus modestes, on est passé à 800, oula, désolé, ce serait un peu illusoire, 843 euros. Donc, on a fait chuter ce rapport à 5,6, d'accord, ce qui est quand même vraiment, pour le coup, important. D'accord. Enfin, 5,6, c'est vraiment... Enfin, on a fait vraiment diviser, alors, par 3 x 5, 15, 4 x 5, 20, par 4, entre 4 et 5, d'accord. Parce que là, on est à 22, ce serait 25 x 5, 25, vous voyez. Bon, donc on a divisé par 4 et par 5. Le rapport entre excusez-moi, on a divisé par 4, 5, la différence de niveau de vie qu'il y avait entre mes 10% les plus riches et mes 10% les plus pauvres. D'accord ? Alors, la redistribution, on peut synthétiser en disant que la redistribution contribue effectivement à la réduction des inégalités de niveau de vie, d'abord par la fourniture de services collectifs, ensuite par la prestation, grâce aux prestations sociales, et enfin par les prélèvements obligatoires. Et là, je les ai mis dans l'ordre, d'accord ? C'est volontaire, je les ai mis dans l'ordre, c'est-à-dire que ce qui va contribuer le plus à la réduction des inégalités, c'est les services collectifs, d'accord ? Ensuite, ça va être mes prestations sociales. Alors, je n'ai pas donné le chiffre, mais on est aussi dans les prestations. Si on compare prestations sociales et prélèvements obligatoires, c'est aussi du 2 tiers, 1 tiers, d'accord ? Donc, en gros, si je résumais, ça veut dire que vous avez sur 100% de la réduction des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, vous avez 70%, excusez-moi, à peu près, 70%, là, 2 tiers, 66%, 70%, qui est lié à la fourniture de services collectifs. Vous avez 20% qui est lié aux prestations sociales et 10% qui est lié au prélèvement obligatoire. Mais est-ce que ça nous surprend finalement ? Est-ce que ça nous surprend ? Pas tant que ça, parce que si vous vous souvenez ce qu'on a dit sur mes prélèvements obligatoires, c'est qu'en fait, mes prélèvements obligatoires, des types d'impôts qui contribuent à la réduction des inégalités, je vous rappelle que c'est l'impôt progressif. Or, ce qu'on a dit, c'est que l'impôt progressif n'occupe pas une part très importante de notre fiscalité. On a majoritairement de l'impôt proportionnel, c'est-à-dire qui n'a pas d'influence sur les inégalités relatives. D'accord ? Donc finalement, en fait, ce constat sur l'importance des différents
différentes contributions à la réduction des inégalités, eh ben, on peut le comprendre, on peut l'expliquer. En tout cas, le poids de la fiscalité s'explique bien. Mais du coup, toujours, enfin, ayez conscience de cette importance des services publics. Voilà. Le service public, il contribue à la réduction des inégalités. Oui. Ok. Nous abordons du coup notre grand B et dernière sous-partie de ce cours. Donc, dans ce grand B, on va voir que cette intervention de l'État se heurte à des contraintes et fait débat. C'est la triple crise de ce qu'on appelle l'État-providence. Alors en fait, on va se baser sur le travail de Pierre-Rosan Vallon, qui détecte l'idée qu'il y a une triple crise, une crise financière, une crise, donc évidemment on va les étudier, hein. Donc une crise financière, une crise d'efficacité et une crise de légitimité. En fait, ça va nous faire nos trois sous-parties. Donc, premièrement, crise financière car les interventions des pouvoirs publics au nom de la justice sociale coûtent cher, les dépenses augmentent alors que l'État fait face à une contrainte de financement. Donc c'est le problème des déficits des budgets sociaux. La crise d'efficacité, c'est l'idée que certains pensent que l'État ne va pas réduire assez les inégalités, tandis que d'autres vont dire que ça génère un système pervers, les désincitations. Enfin, la crise de légitimité, c'est l'idée du moindre consentement à la réduction des inégalités économiques, mise en avant de la valeur mérite, etc. Et moindre consentement à l'impôt aussi. Donc, nous allons commencer tout d'abord par la crise de financement avec les contraintes de financement. Donc, ici, faites bien attention, c'est un graphique superposé, d'accord ? Donc, par exemple, si je vous demande quelles sont les dépenses de vieillesse et de survie, d'accord ? Ne me dites pas que les dépenses de vieillesse et de survie représentent 25% du PIB. Non, elles représentent 25% moins 10%, soit 15% du PIB. D'accord ? Ok ? Donc faites bien attention quand vous tombez sur ce genre de graphique, ça vous demande une petite soustraction pour trouver le chiffre. D'accord ? En revanche, si on les cumule, on peut dire qu'effectivement, les dépenses de protection sociale sont passées en 1960 de 15% du PIB à peu près 35-34% du PIB. D'accord ? De la même façon, donc une forte augmentation des dépenses de protection sociale. Cette augmentation, on peut l'analyser un petit peu. C'est dû principalement à l'augmentation des dépenses de vieillesse et de survie, d'accord, et à l'augmentation des dépenses de santé. On a doublé là, et ici on a presque triplé, d'accord. On était à 5%, 5%, ici on est à peu près 10%, on est à 15%. Donc voilà, les dépenses de vieillesse et de survie ont triplé, mais c'est normal parce qu'on a une population qui vieillit, et les dépenses de santé ont doublé, c'est aussi normal en partie parce qu'on a une population qui vieillit. D'accord ? Donc, les recettes affectées à la protection sociale, maintenant, on voit que en 2017, on a quasiment 34%, d'accord ? Donc, un tiers du PIB qui est affecté aux dépenses de protection sociale. D'accord ? Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir un système social qui, pour le coup, tient la route. Donc, le mode de financement de la protection sociale qui repose à plus de 2 tiers sur les cotisations prélevées sur les salaires se heurte à la baisse de la part des actifs occupés dans la population. Si je prélève sur vos salaires, lorsque vous êtes à la retraite, je ne prélève plus de cotisations sociales par rapport à ça. C'est problématique, d'accord ? Parce qu'on a de plus en plus de personnes à la retraite et moins de salaires sur lesquels prélever. Outre la vieillesse, le vieillesse, vous transformez, c'est outre la vieillesse. Non, excuse-moi, désolé. Outre le vieillissement, la persistance d'un chômage de masse sape les bases
d'un modèle de protection universelle financé par les salariés. Ces deux tendances pèsent en effet à la fois sur les dépenses de sécurité sociale, par une augmentation des besoins, des assurances vieillesse et de chômage, et sur les recettes par une diminution mécanisme de la base de prélèvement qu'ils entraînent. J'ai plus de personnes, d'accord, qui ont besoin, que ce soit à cause du chômage ou de la vieillesse, et j'ai moins de recettes parce que j'ai un chômage qui est plus élevé et j'ai des personnes âgées qui n'ont plus de salaire, d'accord, ont des pensions de retraite. Mais je ne prélève pas des cotisations sociales sur des pensions de retraite. Ok. Alors, donc, synthèse, donc je vous lis la synthèse, et je complète après, hein, d'accord. L'État-providence est confronté à une crise de financement. Je me dis qu'en fait, je vais plutôt la compléter et je vais la lire ensuite avec vous. Donc, l'État-providence est confronté à une crise de financement. Elle est caractérisée par des déséquilibres financiers de la sécurité sociale sous un effet de ciseaux. Le rythme de croissance ralentit, alors que celui des dépenses sociales se maintient à son niveau antérieur. Je fais une petite précision, c'est un des buts de l'État. Dans l'État, il doit essayer de limiter le plus possible les fluctuations financières, les fluctuations économiques, d'accord. Donc, quand ça va bien, l'idée de l'État, c'est plutôt d'essayer d'un peu de calmer le jeu, d'accord, pour pas que ça aille trop bien, parce que quand ça va trop bien, ça s'échauffe, en fait, et on arrive à des situations qui sont de crise. Mais, forcément, quand ça se casse la figure, c'est à l'État d'injecter de l'argent, d'accord. Donc, quand ça se casse la figure, vous avez moins de rentrées d'impôts et vous avez plus de dépenses, d'accord. Donc, la crise de financement de l'EP, c'est l'État-providence, s'explique par les effets de ralentissement économique depuis la fin des 30 Glorieuses. Les recettes de l'État augmentent moins vite et ses dépenses s'accélèrent. J'ai plus de chômeurs indemnisés, j'ai une hausse des dépenses de retraite et de vieillesse, de santé due au vieillissement de la population. D'accord ? Cela permet de comprendre l'existence d'un chômage structurel. D'accord ? Donc un chômage important et on va dire oula, non, excusez-moi, désolé, je me plante. D'un chômage structurel, d'un déficit structurel, désolé. Donc, déficit public. Public, c'est mieux. Un déficit public structurel. Ça veut dire que structurellement, dans notre économie, on a du déficit public. Mais repensez à ce que je vous ai dit sur le fait que, attention, faut pas, l'endettement, la France, ce n'est pas vous et moi, d'accord ? Parce que la France ne meurt pas, alors que nous, on meurt. Donc, petit texte un petit peu engagé, mais que je vous lis quand même. Voir le problème de l'endettement différemment. Il est une affirmation bien fallacieuse, ça veut dire fausse, selon laquelle la dette publique serait un transfert de richesse au détriment des générations futures. Oui, l'enfant qui naît aujourd'hui a déjà plusieurs milliers de la dette française sur ses épaules. Oui, mais l'enfant, il va vivre, il va grandir, il va mourir, et il aura des enfants, d'accord ? Et voilà, on ne va pas demander à nos enfants, on ne va pas tuer nos enfants si ils n'ont pas remboursé la dette, d'accord ? Tout comme on ne va pas nous tuer si on n'a pas remboursé la dette française, ok ? La dette publique est bien un mécanisme de transfert de richesse, mais surtout des contribuables ordinaires vers les rentiers. Ça, c'est un point de vue. Hein. Ces économistes font partie des économistes atterrés, pour dire simplement plutôt des économistes de gauche, d'accord ? Mais leur pensée est intéressante. En effet, en se fondant sur la croyance rarement vérifiée selon laquelle baisser les impôts stimulerait la croissance et accroîtrait enfin, in fine, les recettes publiques, les États européens ont depuis 1980 imité les États-Unis dans une politique de moins-disant fiscal systématique. Alors moins-disant fiscal, ça veut dire
qu'on cherche à proposer le taux d'impôt qui est le plus faible possible pour attirer les entreprises. Je me mets juste ça pour penser qu'il faudrait que je le change de couleur. Ces politiques fiscales anti-redistributives ont à la fois aggravé à la fois de façon cumulative les inégalités sociales et les déficits publics. Je mets moins d'impôts, donc je peux moins redistribuer, et en même temps j'ai moins de recettes fiscales alors que les dépenses restent et continuent d'exister. Ces politiques fiscales ont obligé les administrations à s'endetter auprès des ménages aisés, donc on a emprunté de l'argent aux ménages aisés et sur les marchés financiers, mais qui est sur les marchés financiers plutôt les ménages aisés, pour financer les déficits ainsi créés. On pourrait appeler ça l'effet jackpot. L'argent économisé sur les impôts, avec l'argent économisé sur les impôts, les riches ont pu acquérir les titres porteurs d'intérêt de la dette publique pour financer les déficits provoqués par les réductions d'impôts. Le service de la dette, c'est les intérêts de la dette, en France représente 40 milliards d'euros par an, presque autant que les recettes de l'impôt sur le revenu. Tour d'autant plus brillant qu'on a ensuite réussi à faire croire au public que la dette publique était de la faute des fonctionnaires, des retraités et des malades. L'accroissement de la dette publique en Europe et aux USA n'est donc pas le résultat de politiques keynésiennes expansionnistes ou de politiques sociales dispendieuses, trop dépensières, mais bien d'une politique en faveur des couches privilégiées. Au total, se met en place un mécanisme de redistribution à rebours des classes populaires vers les classes aisées, via la dette publique dont la contrepartie est toujours la rente privée. Alors, petit 2, la crise d'efficacité, quels sont les effets pervers? Alors, cette crise d'efficacité, il y a souvent une croyance un petit peu récurrente et régulière. Alors j'ai pas mis, je vous l'ai pas mis là. C'est que vous retrouvez souvent dans les médias, dans des reportages. C'est en fait l'effet désincitatif des prestations sociales. Si finalement ma situation me permet d'avoir des sous sans rien faire, pourquoi je me casserais la tête à aller bosser? D'accord? Donc, la question c'est, la redistribution a-t-elle un effet désincitatif? Alors, une des façons de se poser la question, c'est de regarder justement un peu ce que provoque le RSA sur une tranche particulière. Donc RSA, revenu de solidarité active, c'est l'ancien RMI, c'est-à-dire c'est le revenu minimum auquel vous avez droit si vous avez plus de 25 ans et si vous n'êtes pas en couple avec une autre personne qui travaille, d'accord? Donc, le RSA, revenu de solidarité active, l'éligibilité en RSA est soumise à plusieurs critères. Il faut avoir plus de 25 ans, il y a très peu de personnes, il y a des questions familiales, si vous avez peut-être des enfants à moins de 25 ans, etc. Vous pouvez, ou des situations très particulières, d'accord? Mais en gros, à moins de 25 ans, vous n'avez pas le RSA, d'accord? C'était la même chose pour le RMI qui l'a précédé, et c'est en 2009 que ça a changé. Donc, pourquoi on a réduit à 25 ans? Cette restriction s'appuie notamment sur la crainte que l'accès au revenu minimum décourage certains jeunes de poursuivre leurs études ou de rechercher un emploi. On peut évaluer l'ampleur de cette désincitation au travail autour du seuil d'âge ainsi créé. Alors je vais expliquer un petit peu cette phrase. En gros, la question qui se pose, c'est si à partir de 25 ans, je peux avoir un revenu minimum, d'accord, donc de l'argent sans forcément donné par l'État, sans forcément travailler ni quoi que ce soit, est-ce que dans ce cas-là, on voit à 25 ans, à l'âge où vous pouvez avoir le droit au RSA, est-ce qu'on voit dans les statistiques du travail ou ce genre de choses, quelque chose de flagrant? D'un coup, on verra qu'à 25 ans, le fait de pouvoir avoir le RSA modifie le comportement des gens. Alors, si elle existe, cette désincitation,
Cette désincitation devrait se traduire par un fléchissement, une diminution du taux d'emploi des jeunes juste après 25 ans, puisque le gain à l'emploi de certains jeunes serait plus faible à partir de cet âge-là. Or, aucune rupture dans les taux d'emploi à 25 ans n'est repérable pour les jeunes célibataires sans enfants ayant au moins un CAP ou un BEP. Donc l'idée aussi, c'est que, attention, on va prendre les jeunes qui ont peu de diplômes. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que si je vous propose, si vous avez fait des études et que je vous propose 5 ans d'études, que vous pouvez avoir un salaire aux alentours de 1500, 1700 en début de carrière, d'accord, et que je vous propose de ne rien faire mais d'avoir 300 euros, la question se pose moins, d'accord ? Si en revanche vous avez un niveau d'études qui est plus faible et du coup forcément des salaires qui vont être plus faibles, est-ce que la question se pose dans ce cas-là ? Le RMI et le RSA n'auraient donc pas d'effet désincitatif marqué sur l'emploi de ces jeunes. Au total, en regardant sur la période de 2004 à 2009, entre 1,7% et 2,9% de ces jeunes très peu qualifiés auraient été découragés de travailler en raison du RMI. Donc ça veut dire que j'ai 93% des jeunes qui continuent à bosser même s'ils ont droit à ça. Alors pourquoi cette désincitation peut être faible ? Pourquoi les raisons pourquoi on n'a pas cette désincitation en fait ? L'accès à l'emploi, et ça on va revoir des choses qu'on a déjà vues cette année et l'an dernier, l'accès à l'emploi peut être perçu comme une norme sociale à atteindre, d'accord, même si les gains financiers qu'il procure sont faibles. C'est aussi un moyen de se construire des droits à la retraite. À partir du moment où vous commencez un emploi, vous cotisez pour votre retraite. De surcroît, la plupart des chômeurs recherchent un emploi à plein temps, alors que le RMI et le RSA jouent surtout sur l'arbitrage entre l'emploi à temps partiel et l'inactivité. Enfin, de faibles gains au travail à court terme peuvent être compensés par des gains au travail à plus long terme, avec une amélioration des conditions futures de l'emploi, d'accord ? Ça vous donne même un emploi pas forcément bien payé, etc., vous donne de l'expérience. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la trappe à pauvreté ? La trappe à pauvreté ou la trappe à inactivité, c'est désigne la faible incitation à la reprise d'emploi pour un chômeur ou un inactif, notamment du fait de la perte des revenus d'assistance. Cela s'explique par un trop faible écart entre les revenus d'activité et d'inactivité. D'accord ? Si l'idée, c'est que si le fait d'avoir un boulot me réduit certaines prestations, certains avantages, entre guillemets, que je pouvais avoir lorsque j'étais en recherche d'emploi, alors, eh bien, ça n'est pas rentable, du coup, de reprendre un boulot. D'accord ? Or, est-ce qu'on a vu, le RMI et le RSA ont-ils un effet désincitatif ? Et comment on peut l'expliquer ? Il y a un effet désincitatif qui est très très faible chez les jeunes non qualifiés. Pourquoi ? Parce qu'avoir un emploi, ça te donne un statut social, ça donne des droits, allocation chômage, retraite, cotisation, etc. Un emploi, même mal rémunéré, est une condition pour augmenter son expérience et donc la probabilité ensuite de trouver un meilleur emploi. Alors, je vous ai mis un petit point, je vais le zapper, sur le RSA, qui a été pensé justement en 2009 pour remplacer le RMI qui était accusé de créer des trappes à inactivité. Du coup, en fait, ce qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle un RSA socle. Tout le monde y a droit, d'accord ? C'est 530 € pour une personne seule et un RSA activité qui est l'idée qu'en fait, ça va vous inciter à justement prolonger votre activité, d'accord, à vous relancer dans une activité plutôt, excusez-moi. Alors, je vous propose du coup de regarder une petite vidéo avant de repasser à notre synthèse.
sur ce chapitre. Donc vous connaissez peut-être la série, ça s'appelle DataGull, et on va la regarder de suite. Hop, alors désolé. Alors, du coup, je regarderai comment ça s'est passé avec la vidéo, si vous entendez ou pas. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien, et vous l'avez là dans la vidéo, le lien pour aller regarder cette vidéo. Donc, on va terminer ce petit 2 avec une petite synthèse. Je me suis rendu compte qu'a priori, je me suis planté, et dans la synthèse, vous n'avez pas à remplir cette prime d'activité, d'accord ? Donc je vous laisse remplir le petit texte et on le lit ensuite ensemble. Donc les économistes libéraux estiment que l'aide aux pauvres, sous la forme d'allocation chômage ou de revenu minimum, les désincite à travailler. En France, le RMI et son successeur le RSA ont ainsi été accusés de créer une trappe à inactivité. L'accent était porté sur le fait que des individus avaient intérêt à rester inactifs et toucher l'allocation plutôt que d'occuper un emploi faiblement rémunéré, par exemple un emploi à temps partiel payé au SMIC. D'autant que l'exercice d'une activité professionnelle implique des coûts de transport, de restauration, de garde d'enfants. Pourtant, les études sociologiques ont montré que rares étaient les personnes dans ce cas et que le plus souvent, elle préférait exercer un emploi, même si elle ne gagnait pas financièrement. Elle n'y gagnait pas financièrement, excusez-moi. C'est que l'emploi n'est pas qu'une source de revenus immédiats, il ouvre des opportunités d'activités plus rémunératrices, il crée des liens sociaux et un sentiment d'utilité sociale. Néanmoins, pour éviter la trappe à inactivité, différentes mesures ont été adoptées pour inciter à l'exercice d'un emploi, pour inciter à l'exercice d'un emploi peu rémunéré. Depuis 2016, la prime d'activité apporte une aide financière aux travailleurs touchant moins de 1,5 SMIC, soit environ 1 800 € net, et de quelques centaines d'euros, variables selon la composition du foyer, par mois. On compte aujourd'hui plus de 4 millions, je pense, de personnes qui touchent la prime d'activité. Alors, on arrive du coup maintenant à notre dernière sous-partie, le petit 3. La crise de légitimité, le consentement à l'impôt. Alors, on va commencer en définissant ce que c'est que la notion de consentement à l'impôt. Alors, il y a toujours le problème d'accent, hein, du coup je réécris sans mettre d'accent, mais vous comprenez bien que c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Donc le consentement à l'impôt, on peut l'expliquer, il désigne, le fait que les citoyens d'un pays acceptent de payer leurs impôts dans la mesure où ils considèrent ceci comme juste et nécessaire. Alors, un premier point un petit peu dans l'explication de ce consentement à l'impôt, c'est finalement j'accepte de payer des impôts si je sais que la personne qui est plus riche que moi paye autant, voire plus d'impôts. D'accord ? Donc, l'idée en fait de base qui est l'idée d'un système progressif. D'accord ? Alors, sur cette progressivité, plus je suis riche, plus je paye d'impôts. D'accord ? La progressivité un petit peu du système fiscal français est remise en cause. Alors là, je vous montre deux des graphiques que je trouve parmi les plus intéressants que j'enseigne, hein, honnêtement. À la base, c'était celui-ci, mais il est un petit peu vieux. Il a été actualisé en 2018, mais il est malheureusement un petit peu moins détaillé. Donc vous voyez que c'est tout simplement des tranches de 10%, hein, voilà. Et qu'à partir des 80, pour les 10% de la population qui sont les plus riches, donc c'est ceux qui sont ici, d'accord, ou ceux qui sont ici, eh bien, on va zoomer, en fait. Donc on zoome sur les 5%, là, on n'a plus que les 5%. Ici, on n'aura plus que les 1%. Ici, on n'aura plus que les 0,5%. Ici, on n'aura plus que les 0,1%. Et ici, en fait, on a les 0,01%. D'accord ? Si vous allez zoomer jusque-là, ici, vous avez les 0,001% les plus riches. Et on se rend compte de quoi ?
Eh bien, c'est que ici, c'est mon taux d'imposition moyen. Ça veut dire qu'en moyenne, quelqu'un qui est même extrêmement pauvre va payer à peu près 45% d'impôts. Alors, impôts qui sont composés quasiment de 22% de cotisations sociales, de un peu moins de 5-7% d'impôts proportionnels sur le revenu, presque pas d'impôts progressifs sur le revenu, c'est normal, presque pas de taxes de capital, et une quinzaine de pourcents de taxes directes. D'accord ? Ce taux moyen, on le voit, progresse, d'accord, légèrement, hein, puis se stabilise là aux alentours des 10%, et on voit qu'à partir des 5 derniers pourcents, il commence à diminuer, voire il diminue très fortement lorsqu'on zoome sur les 0,5% les plus riches et même sur les 0,1% les plus riches, d'accord ? Si vous regardez ici, on a le même constat, sauf qu'on se rend compte que, en fait, sur cette toute dernière partie, nous, ça s'arrête là, vous voyez ? Ça s'arrête là, alors que là, ça va... attendez, hop, oui, c'est ça. Ça s'arrête là, nous, alors que ici, ça va encore plus loin, et on voit que, en fait, la chute continue pour les plus riches, des 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 plus riches. Donc, en moyenne, hein, on est bien d'accord qu'en moyenne, en 2018, on peut voir que finalement, les plus riches avaient payé en pourcentage de leurs revenus un taux équivalent aux plus pauvres. D'accord ? Alors, je précise bien ce que je suis en train de dire. N'allez surtout pas dire les plus riches payent autant d'impôts que les plus pauvres. C'est faux, d'accord ? Ces plus riches, là, ils vont payer des milliers, voire peut-être des millions d'euros d'impôts. Ici, ce sera des centaines d'euros d'impôts, ou des dizaines d'euros d'impôts. Ok ? Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en pourcentage par rapport à leurs revenus, eh bien, ils ont à peu près le même taux. Si on regarde ici, on se rend compte que pour mes 0,001% les plus riches, on a même un taux qui va être inférieur. C'est-à-dire que les plus pauvres payent par rapport à leurs revenus plus d'impôts que les plus riches. Alors comment on peut expliquer ça ? Et c'est pour ça que ces graphiques sont très intéressants parce qu'ils nous donnent la répartition de ces impôts. Qu'est-ce qui explique cette chute vertigineuse ? C'est principalement cette absence de cotisation sociale, taux très faible. Alors, je vous rappelle qu'on paye des cotisations sociales sur son salaire. Les salaires, c'est le revenu du travail. Or, est-ce que les plus riches ont un salaire, un revenu du travail ? Eh bien, peu, pas ou peu, d'accord ? Les plus riches, quand on est dans les plus hautes strates de la richesse, on va plutôt avoir des revenus du capital. Donc c'est ce qui explique déjà une grosse partie de la différence. Alors, l'impôt proportionnel sur le revenu, on constate qu'il diminue. L'impôt progressif sur le revenu, finalement, bon, il augmente, mais finalement, vous vous rendez compte que entre mes 5% les plus riches et mes 0,01% les plus riches, il n'y a pas une énorme différence de progressivité. Hein. Les taxes sur le capital qui sont amenées à taxer justement le capital, la propriété, le patrimoine, là, pour le coup, oui, sont plus importantes, mais d'un autre côté, c'est ceux qui l'ont, c'est les seuls qui en ont aussi. Et on voit que les taxes indirectes, genre TVA, etc., finalement, en proportion du revenu, touchent moins les riches que les pauvres. D'accord ? Alors, quelles sont les explications un petit peu qu'on peut avoir ? Le système fiscal français taxe fortement les revenus du travail, les salaires. Or, les plus hauts revenus ne touchent pas des revenus du travail, mais des revenus du capital. CF, diminution des cotisations sociales à partir des 5% les plus riches. De plus, le système fiscal français a la particularité de comporter deux impôts sur le revenu. L'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, avec des taux qui allaient... Alors attention, là il y a une petite correction à faire, on l'a vu, ça c'était les anciens taux, hein. On a vu que ça commence à 14% maintenant, d'accord, à 41% suivant le revenu. Et on a l'autre impôt qui finance, je vous rappelle, les dépenses sociales,
qui est la CSG, contribution sociale généralisée. D'accord ? C'est un impôt proportionnel et individuel qui taxe tous les revenus à hauteur de 8%. Ok ? Donc la régressivité, c'est-à-dire le fait que plus on est riche, moins on paye d'impôts, ce qu'on constate à partir d'un certain taux. Attention, pas partout, hein. On n'a pas une courbe on n'a pas un taux moyen qui serait comme ça, d'accord ? Si mon taux moyen avait cette tête-là, là on aurait une réelle régressivité. Ok ? Non, là, je vais la supprimer. Hop. Non, ici on voit bien que c'est à partir de ce moment-là, qu'on commence à avoir une petite inflexion. D'accord ? Avant, on a une progressivité globale de l'impôt. Donc, on va dire 95% de l'impôt en France est un impôt du système fiscal. Pour 95% des gens, plutôt, on a un système fiscal qui est progressif. D'accord ? Ce qui va poser problème, c'est cette partie-là. C'est ces 5%, mais plus précisément, c'est 0,1%, voire les 0,01% restants. Donc là, je vous parle des millionnaires, des milliardaires français. Là, quand on est sur les 0,001%, on est sur les milliardaires français. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut consentir à l'impôt si on paye par rapport à ses revenus plus d'impôts que les milliardaires. Ah. Donc la régressivité de notre système d'impôt sur le revenu, IRPP plus CSG, s'explique par plusieurs facteurs. L'IRPP, l'impôt sur le revenu, est miné, d'accord, par les niches fiscales, et abaissé par tous les gouvernements successifs, ça rapporte plus que la moitié de ce que rapporte la CSG. Vous vous rendez compte ? L'impôt sur le revenu, finalement, c'est-à-dire que là-dedans, on a les 3/4 qui sont de la CSG. D'accord ? La plupart des revenus et des revenus du capital, intérêts, dividendes bénéficient d'exemptions particulières et dérogatoires qui permettent d'échapper à l'impôt sur le revenu. Alors, dernier texte à trous que je vous laisse compléter et on corrige ensemble. Alors, donc, l'État-providence est confronté à une crise de légitimité. La protection sociale est perçue par certains comme un carcan administratif coûteux et peu efficace. Elle remettrait en cause les libertés individuelles et certains sont tentés de s'en désolidariser pour défendre leurs intérêts individuels. La protection sociale n'est pas toujours perçue comme équitable. Une partie de la population a l'impression de cotiser et de payer davantage d'impôts et de recevoir de moins en moins. Le consentement à l'impôt diminue. C'est le cas d'une partie des classes moyennes qui n'ont pas accès aux prestations sous conditions de ressources, bourses scolaires, allocations de logement, etc. parce que leurs revenus se trouvent au-dessus du seuil et qui voient les avantages qu'elles tiraient de la protection sociale, remboursement des médicaments, retraite, etc. s'effriter peu à peu. Pour les très hauts revenus, le système fiscal français est de plus en plus faiblement redistributif du fait de la remise en cause des impôts progressifs, impôts sur le revenu, ISF. Cela pose un problème en termes de justice sociale. Peut-on considérer juste que les très riches soient, en proportion de leurs revenus, moins taxés que les moins riches ? Exemple, revendication de justice sociale des Gilets jaunes. Alors on a terminé et on arrive à notre conclusion. Donc, dans Le bel avenir d'État-providence, l'économiste Laurent Éloi souligne que l'État-providence est l'institution la plus efficace jamais créée au cours de la longue histoire de la coopération humaine. Faire reculer la protection sociale, en France comme en Europe, en obéissant à des préjugés idéologiques à courte vue, serait nous déposséder de notre bien commun le plus utile et mettre à l'arrêt le cœur de notre prospérité sociale. Faire refluer l'État-providence reviendrait à nous appauvrir considérablement et avec nous les générations futures.
et ce serait aller à rebours de l'histoire. La planète entière aujourd'hui converge ou rêve de converger vers la protection sociale, de la Chine aux États-Unis, du Vietnam au Rwanda. L'Europe ne peut vouloir y renoncer au moment même où le reste du monde réalise combien elle est souhaitable. Des propos qui semblent particulièrement justes dans le contexte de la crise du Covid-19. Alors, je vous ai mis ici des petits résumés. Donc, les principaux moyens par lesquels l'État contribue à la justice sociale, donc la redistribution, la protection sociale, verticale ou horizontale, les services collectifs, la fiscalité, la lutte contre les discriminations. Je vous laisse le regarder, il est, je pense, assez intéressant parce qu'il vous donne des arguments, il donne les effets sur les inégalités, d'accord, et il donne des arguments positifs, négatifs, les avantages, les inconvénients, etc. D'accord ? Et on a du coup, ça débouche sur les différentes égalités des droits et justice sociale. Alors là, la qualité est vraiment pas très bonne. Quelles inégalités sont compatibles ? C'est les petites vidéos, j'allais dire, un petit schéma habituel de synthèse qui peuvent vous aider ou pas vous aider. Très honnêtement, je vous les mets parce que je trouve que voilà, c'est une façon de tout ramener, mais tout résumer, mais vous n'êtes pas obligé de les lire ou de les apprendre du tout. Alors, on arrive maintenant à notre partie sujet. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun sujet qui est tombé au bac. Le bac, je vous rappelle, date de l'an dernier. Et en fait, ça n'était pas au programme de l'an dernier, donc nous n'avons pas de sujets type bac qui sont tombés. Néanmoins, dans l'ancien programme, on avait un chapitre qui s'était vraiment très proche, d'accord ? Je ne dis pas totalement identique, mais très proche. Et du coup, je vous ai mis ici, dans les EC1, les EC2, non, j'ai pas mis les EC2 parce que les EC2 ont vraiment pour le coup changé, mais les EC3 et les dissertes, j'ai mis des EC2, mais vous voyez, c'est plutôt vraiment que de la lecture de doc là, c'est pour vous entraîner, mais que de la lecture de doc, et les sujets de dissert, mais c'est vrai que je ne vous ai pas tout donné. Vous retrouvez tout ça de toute façon sur le site de SES. Voilà, regardez-les bien, il y aura une partie d'accord, de ces... on va s'en servir, enfin voilà. Les sujets, s'il y a un sujet qui tombe là-dessus, il sera forcément un peu dans la même veine, un peu dans la même esprit. D'accord ? Voilà, on a terminé avec ce chapitre-là. Je vais tout de suite vous le mettre en ligne pour que vous puissiez compléter votre cours. Et je vais donc vous proposer, je vais vous le dire et vous envoyer un mail, qu'on se voit mercredi en visio si vous avez des questions de SES sur l'intégralité du chapitre. Je vous remercie.